Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les polos et bienvenue sur une nouvelle vidéo indispensable. Cette fois-ci, vous l'aurez vu dans le titre, c'est la NES qui va être à l'honneur. Alors évidemment, comme d'habitude, je suis accompagné pour ça de Biggie. D'ailleurs, on est chez toi, Biggie, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Écoute, ça faisait un moment qu'on essayait de se faire cette émission parce que j'ai zappé du coup le mois de mars. En fait, on a zappé, on a sauté un mois. D'habitude, il y en a une tous les mois. Et puis là, j'ai décidé qu'on s'attaquerait à la NES pour la saison 2 de la NES. Et qui de mieux que Florent Gorge pour parler de la NES? Voilà, Florent qui est avec nous. Ça fait plaisir. Salut Florent, comment tu vas? Bonsoir messieurs, ça va super bien, je vous remercie. Merci pour votre invitation. Merci d'être là, ça fait plaisir. Hein. On a eu le temps de faire pas mal de lives ensemble, les lives thématiques sur lesquels tu as été vraiment excellent. Je reçois encore des commentaires aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des lives qui vivent très très longtemps. Et du coup, j'ai toujours des commentaires extraordinaires et ça fait super plaisir. Donc, je suis très content de t'accueillir pour une vidéo. D'ailleurs, c'est la première fois que tu collabores avec DG en plus. Ouais, je connais bien DG pour le regarder souvent, mais c'est vrai qu'on intervient assez peu souvent ensemble, ouais. Bah oui, on n'a jamais eu l'occasion même de faire quelque chose ensemble de mémoire, mais bon, là, ça va être une première, et en plus, on va parler de la NES, alors quoi de mieux? Ça fait plaisir, hein, Florent, le plaisir est partagé. Écoute, c'est toi l'invité, donc à toi l'honneur, à toi d'ouvrir le bal, hein. Comme d'habitude, on va présenter 3 jeux chacun, plus un dernier, un 10e qui fera office de bonus pour conclure cette sélection. Donc, écoute, Florent, à toi l'honneur, quel est le premier jeu que tu as retenu? Alors, le premier jeu que j'ai retenu, c'est RC Pro-Am du studio Rare. Ah, excellent choix. C'est pas des jeux dont on parle souvent, ceux-là. Non. Donc, ça fait plaisir de pouvoir les présenter. Donc, vas-y, je te laisse nous en parler. Ouais, je l'ai pas ici, celui-là, il est en France. Vas-y, Florent. Oh, écoute, c'est un jeu de petite voiture télécommandée et qui se joue sur un écran à défilement scrolling multidirectionnel. Voilà. Après, c'est un système de contrôle qui est typique des jeux de voitures télécommandées, c'est-à-dire que peu importe l'orientation de ta voiture, tu gardes en fait la direction, peu importe la direction. Donc, ça demande une certaine habitude un peu de pratique avant d'y arriver correctement. Mais c'est un jeu qui est ultra fun. Là, c'est pas forcément visible parce que je sais pas combien de FPS est ta vidéo. Ouais, mais à l'écran, ça tourne en 60, celui-là, il tourne? Sur la NES, ça devait être 50 logiquement à la base. Ouais, mais il est propre, il rame pas sur NES, je confirme. Ouais, ça rame pas du tout, c'est hyper rapide. Là, ça allait être en 30, là, tu vois. Donc, il manque un peu de framerate. C'est la frustration de la vidéo qui fait ça. Oui, voilà. Mais c'est vrai que sur NES, ça va hyper vite, c'est super fluide et c'est surtout ultra fun parce que chaque course est assez courte. Ouais. Tu peux ensuite, évidemment, vous l'avez peut-être remarqué, t'équiper. Tu peux récupérer des bombes à lâcher derrière toi ou alors des missiles. Franchement, il est incroyablement fun. Il est très rapide et il y a pas de clipping, il n'y a pas de ralentissement. Enfin, c'est pour moi un jeu qui reste aujourd'hui encore, de par sa maniabilité et son rythme, extrêmement jouable aujourd'hui. Il sortirait aujourd'hui sur une virtual console. Il passe remanié graphiquement, je pense qu'il pourrait être très très fun encore aujourd'hui. Il passe. Là, on voit que l'espèce de petite bagnole, elle est invincible, un peu comme Mario. Elle clignote. Et en fait, sur chaque circuit, il y a des espèces de composants de bagnole à ramasser, comme un pneu, un moteur, et ça va upgrader la bagnole. Si on chope le composant et qu'on termine le circuit, ça va nous booster, par exemple, les pneus, on va mieux accrocher, tout ça, etc. Et le but, on le voit en bas. Donc, il y a le petit circuit au milieu avec les positionnements des bagnoles. Et il y a les lettres Nintendo à ramasser. Là, on voit le joueur, il en a déjà une partie. Et jeu de mémoire, quand tu as fait le mot Nintendo, eh bien, tu passes à l'espèce de cup suivante, en fait. Et je crois même que les bagnoles, elles peuvent évoluer physiquement. On avait plusieurs catégories de bagnoles, je crois. En fait, quand tu récupères les lettres Nintendo, oui, tu passes au modèle de voiture suivant. C'est-à-dire qu'elles vont être là, tu vois, c'est une espèce de petit camion là. Et petit à petit, ça va quasiment se transformer en Formule 1 au bout de la troisième, au bout du troisième mot. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Génial.
Non, mais Non, tu mais l'as connu, c'est Biggie, un Steven, tu as Micro joué? Machine. Alors moi, justement, je ne l'ai pas du tout connu. Je le connais de nom parce que je l'ai vu plusieurs fois tourner. J'y ai jamais vraiment joué. Euh, pour moi, il me rappelle Micro Machine. Moi, ce genre de Ouais. jeu, bon, j'ai connu Off-Road, moi, sur NES, que j'avais énormément aimé. Je t'en parlais tout à l'heure en off. Mm. Mais moi, ce genre de jeu, j'y ai joué la première fois avec Micro Machine. Ouais. Et j'avais surkiffé. On en avait parlé dans la saison 1 Mm. sur Mega Drive. Toi, il y en a un que tu aimes beaucoup de Micro Machine. Moi, j'en ai un. Je l'ai aussi sur Mega Drive, celui qu'on avait cité. Et moi, j'ai découvert avec Micro Machine ce genre de jeu. Mais là, en le voyant, en le revoyant, le jeu est magnifique. Hein. Et surtout, moi, j'ai la vidéo originelle qui tourne dans un autre écran à côté. C'est archi fluide. Ouais. C'est archi fluide. Et j'aurais Non, mais connu ça sur NES à l'époque. Toi, tu l'as connu à l'époque, Florent? Ouais, je pense en 88-89, Ah oui. c'est le deuxième jeu qu'on a acheté après la console en fait. C'est le premier jeu qu'on a acheté après la console. Mm. C'est mon frère qui l'a acheté, ouais. Ah ouais, Et génial. effectivement, on a fait on a fait des heures et des heures dessus, ça c'est sûr. Bon, le seul petit défaut entre guillemets, c'est qu'il ne se joue qu'en solo. Ouais. Mais il y a un 2, mais qui est exclusif aux États-Unis, je crois. Et ce Non, il est jeu-là n'est sorti même en pas PAL. sorti au Japon. Il n'est pas sorti au Il est- Japon, ouais, c'est le Il est problème. sorti en PAL le 2 aussi, mais il est vachement rare. Genre, Il est je sorti crois en que. PAL. Ouais, je crois dans les pays du Nord, un truc comme ça. Il existe en PAL, mais c'est un des Saint Graal en PAL à trouver, le RC D'accord. Pro M2. Ouais. Ah ouais. Mm, Donc, dommage qu'il soit pas sorti chez nous. Pourtant, je sais qu'il s'est bien vendu à l'époque, hein, celui-ci. mm, Mais et voilà, c'est une exclusivité occidentale, on va dire, mm. parce qu'il n'est pas sorti au Japon. Quel dommage d'ailleurs, hein. Il serait sorti au Japon, ça aurait pu marcher aussi un peu, quoi. Ouais, c'est rare, ce qu'on rappelle rare, c'est un studio anglais. Moi, je Ouais. l'avais connu dans le magasin à l'époque, mammouth.com, parce qu'il y avait le M82, quoi. Il y avait la bande de Ouais. démonstration, et puis il était dedans. Et je voyais, il y a des gamins aussi qui y jouaient et tout. Puis c'est là que je l'ai découvert, quoi, là-dedans. Et puis après, je sais pas, enfin, moi, je l'avais pas eu à l'époque, mais j'ai un copain, je pense, qui a dû l'avoir. Et je l'avais racheté ces dernières années sur Game Boy, parce qu'il existe aussi sur Game Boy. Oui. Voilà, donc je l'avais. C'est un jeu que j'avais quand j'étais gosse sur Game Boy. Puis j'avais dû l'échanger, le troquer, je me souviens plus. Puis du coup, pour la collègue, j'ai dit tiens, j'aimerais bien le racheter. Et je me suis le racheté complet en boîte, du coup, sur Game Boy. Ouais, il y a peut-être 10 ans maintenant de ça. Mais ouais, franchement, c'est. Bon, si on met un peu l'aspect graphique de côté, c'est un jeu qui a pas pris une ride, même au niveau gameplay. Hein. Il reste super agréable à jouer et super efficace, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais. Et en tout cas, moi, ça me donne envie de le tester. Je le ferai sur l'Analog Pocket, certainement. J'essaierai. Ouais. Il va rendre super bien sur l'Analog Pocket. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, bah, super. Une découverte pour moi, entre guillemets, où j'ai vraiment envie de connaître un peu plus le jeu. Ça me fera un jeu sur NES. C'est vrai qu'en général, dans ces émissions, on ne fait pas trop découvrir parce que on va parler plutôt de jeux indispensables. Donc, ça va être des jeux que tout le monde a connus. Mais là, pour le coup, moi, ça me fait découvrir un jeu, en tout cas. Donc, C'est bien. Puis le but, c'est que si ça vous donne envie d'y jouer, de le tester, c'est l'essentiel, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, DG, c'est à ton tour. Tu vas nous présenter un de tes jeux indispensables. Donc, pour Ouais. cette sélection Allez, on va vidéo. parler d'un jeu tiré d'un film. C'est Sunsoft qui l'a Batman. fait. Alors, bon, en général, Sunsoft sur NES, c'est du c'est bon. du très bon. Ça, c'est Ah un jeu non, que tu vois, ouais, c'est Gremlins 2. Je l'ai connu à l'époque. Moi, je l'avais pas, mais j'ai mon pote Charlie qui l'avait. Et mon pote Charlie qui avait aussi la CE32, hein, qui est d'ailleurs la mienne maintenant. Et putain, mais le nombre d'heures qu'on a joué, les musiques. Donc, en fait, on dirige Gizmo. Ça va suivre un petit peu plus ou moins le film. Alors, ça va extrapoler pas mal. Hein. Là, ils vont donner quand même beaucoup plus d'action à faire à Guillemot que dans le film. Parce que le film, il se fait pas mal martyriser, hein, notre ami Gizmo. Gizmo, là. Et puis, donc, on se retrouve avec un petit jeu comme ça, vu de haut, un petit peu à la Zelda 3, hein, finalement. Et on voit, on peut aller dans les 8 directions. On a 3 cœurs en haut, donc c'est les points de vie. On peut récupérer, quand on tue des ennemis, ça va dropper à chaque fois des petites boules, en fait, qui sera une espèce de monnaie. Et on peut aller voir Monsieur Ming comme ça pour acheter différents items. Il va apparaître une fois par niveau. Et donc, il va y avoir, je sais plus combien de mondes, 5 mondes, je crois, avec 2 ou 3 niveaux à l'intérieur. Dans chaque monde aura son propre thème. Le premier monde en espèce de bureau comme ça. Ouais. Et après, en fin de monde, on va affronter un boss qui va nous donner du coup une nouvelle arme. Et donc, à chaque monde, on va évoluer et on va avoir une arme différente. Regardez-moi ça, ces graphismes. Franchement, le jeu, moi, je trouve, il est magnifique. Il est super jouable. C'est un jeu qui est ultra agréable à jouer. Il y a un système de mots de passe. Voilà, comme ça, on peut reprendre au monde qu'on veut. Mais alors, surtout les musiques. Putain, Sunsoft, au niveau musical sur NES. Les musiques sont exceptionnelles. Ça, c'est un jeu que je connais quasiment par cœur. Je l'ai one-lifé il y a
il y a quelques années. Et puis alors ça, faut pas me dire, tu le remets dans la console parce que voilà, je repars pour faire une run. Hein. Et puis en plus, alors, il est pas très dur, il est pas simple non plus. Quand on le connaît, faut compter, je sais pas moi, une demi-heure, un truc comme ça pour le terminer. Et puis voilà, un petit fun fact, comme je dis, il y a le système de mot de passe. Le mot de passe du dernier niveau, je le connais par cœur, c'est NXRD. Et tu peux utiliser aussi ce mot de passe NXRD dans Batman Return of Joker, c'est le même. Voilà. C'est Sunsoft, et je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont mis le même mot de passe. Voilà. Donc c'est pas les mêmes développeurs, non? Si, c'est Sunsoft. Ah, c'est pour ça. Ouais. Donc c'est vrai que d'un jeu comme ça, un petit peu plateforme action comme ça, vue de haut, déjà sur NES, il n'y en aura pas 36 000 parce qu'en général les jeux de plateforme, c'est des jeux communs, c'est des jeux de un peu comme Mario, vu de côté, mais vue de haut comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là est tellement bien fait et tout. Tout est au poil dans celui-là. On a tendance à dire que les jeux adaptés de films sont nuls. Là, Gremlins 2, c'est tout l'inverse. Gremlins 2, c'est tout l'inverse. C'est un bijou. Ouais. Est-ce que vous le connaissez, les gars? Tu le connais, Florent, toi? Oui, bien sûr. Après, chez Sunsoft, ils avaient que des bons jeux à l'époque sur cette console. Tu prends Batman aussi, qui est aussi un jeu tiré du cinéma, qui est fabuleux aussi. Ouais. Bon, que dire de plus que Sunsoft, ils avaient la classe, quoi. Carrément. Sunsoft, ça rigolait pas sur NES. Sur Super NES, c'est un peu moins. Ils ont perdu du skill sur Super NES, mais sur NES, Sunsoft, c'était quasiment intouchable, quoi. Et toi, Biggie, tu le connais, là? Ah bien sûr. Moi, tu sais que quand je le vois, ça me fait vraiment des sensations d'époque parce que moi, tu sais, j'étais fan, j'avais vu le Gremlins 2, je l'ai vu au cinéma quand j'étais gosse. Ouais. Et en fait, de revoir, tu sais, au début, il rentre dans la tour Clem. En fait, ça se passe dans la tour Clem, tu sais, le jeu. Et tu as un peu toutes les séquences que tu as dans le film, entre guillemets, tu vois, les endroits, le laboratoire, etc. Tu as plein d'endroits comme ça. Et moi, ce jeu, je l'ai vraiment connu à l'époque. Donc, ça me faisait quelque chose, surtout quand tu étais enfant, quand tu allais voir un film au cinéma et que derrière, tu jouais aux jeux vidéo. Ça faisait une sensation, je pense, qu'on ne retrouvera plus jamais aujourd'hui, surtout dans les yeux d'un enfant, parce que mes neveux, ils ont connu un peu ça avec Harry Potter à l'époque, tu sais, sur PlayStation et tout. Mais pour nous, à l'époque, en tout cas, sur NES, moi, ça me faisait vraiment des sensations incroyables. Et ces musiques, DG, tu l'évoquais tout à l'heure, les musiques du jeu, elles sont incroyables. Et le jeu, il est super varié, super fun. Tu parlais d'un jeu un peu du même style. Tu as vu, il y a les cinématiques aussi. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais il y a des cinématiques de ouf. Pour un jeunesse, tu te rends compte quand même. Et on parlait, il y avait Fester Quest qu'on voyait de haut comme ça. Mais sauf que Fester Quest, tu n'as pas d'éléments plateforme comme tu l'as là. Tu vois, on va dire Fester Quest, c'est un jeu d'action. Et puis, il est tellement punitif, Fester Quest, à côté de celui-là. Ouais, mais en plus, il est long. Il n'y a pas de phase plateforme. Il est assez lent. Ouais. Donc, c'est plus aventure shooter, Fester Quest. Ça. Mais il est là, largement au-dessus, quoi. C'est clair. Et moi, ça me rappelait ça, justement. Et j'ai connu aussi l'épisode sur Game Boy, qui est pour le coup un peu moins réussi que celui-là. Déséquilibré, etc. C'est une purge de fou. Ouais. Et celui-là, j'étais super content parce que je me suis dit, mince, s'il est comme sur Game Boy et tout. Mais moi, j'ai surkiffé ce jeu. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. C'est ce genre de jeu. Moi, tu vois, je collectionne pas la NES, mais c'est presque ce genre de jeu-là qui me donne envie de la recollectionner. Tu vois? Ouais, bien sûr. Parce que pour le coup, j'ai vraiment un affectif nostalgique aussi. Et puis le jeu est bon, quoi. C'est-à-dire que, moi, là, je le remets dans la NES. Tu vois, on est quasiment 30 ans après. Le plaisir, il est toujours là, quoi. On joue avec, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, très très bon jeu. Pour moi, c'est clair qu'il est indispensable sur la NES. Ouais. Bon, Biggie, du coup, à toi de jouer. C'est quoi le premier jeu de ta Select? Alors moi, ça va être presque du classique. On n'en a pas parlé pendant la saison 1, mais c'est un jeu, moi, qui m'a marqué. Il y avait la pub à la télé, etc. Je pense que beaucoup de gens l'ont connu. C'est un jeu d'action plateforme. Et ce jeu-là, c'est Kabuki Quantum Fighter. Je me souviens de la pub à la télé encore. Voilà, avec cette boîte qui est totalement, totalement mystique. La boîte européenne comme ça, elle est totalement mystique, tu vois. Parce que en fait, le Kabuki, ça parlait à personne à l'époque, tu vois. Maintenant, on sait ce que c'est, tu vois, grâce au manga, etc. On sait ce que c'est que le Kabuki, mais à l'époque, moi, je disais, mais pourquoi il se bat avec ses cheveux, tu vois. Mais pour moi, c'était un espèce de Batman, un espèce de shinobi. Moi, je l'avais découvert à l'époque. Je l'avais découvert en même temps que Metroid. Et pour le coup, je préférais celui-là parce que c'était un peu plus compréhensif pour un enfant.
C'était pas trop labyrinthique, c'était vraiment de l'action pure et dure. Et après, plus tard, j'avais connu Batman et je me retrouvais en fait là-dedans. C'est un jeu qui est très très proche, par exemple, de Batman. Tu as un peu le même système où tu vas récupérer des armes, où tu vas pouvoir balancer des armes à distance, des tirs à distance, et tu vas pouvoir frapper au corps à corps avec tes cheveux. Et tu vas pouvoir t'accrocher, c'est pour ça que je dis ninja, parce que moi je le voyais comme un ninja game quand j'étais petit. Moi, ça me rappelait Ninja Gaiden, Shinobi, on était un peu dans la même veine. Par contre, voilà, il va avoir, je trouve, un level design bien pensé. Parfois, ça va être rotor, mais ça va être bien pensé. Pour moi, tu sais, tous les jeux, il y a un jeu de ninja qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, là, tu sais, un peu en NES, là, on en avait parlé. Cyber Shadow, là. Cyber Shadow. Pour moi, il s'est beaucoup inspiré aussi de Kabuki Quantum Fighter. Tu as un peu le même style. Il y a ces ennemis qui sont ultra punitifs, on dirait des espèces de chiens, et quand ils passent au-dessus de toi, ils te plantent avec un sabre. Et donc, le bonhomme va pouvoir monter en fait sur des parois spéciales. Là, c'est le premier boss. Je me rappelle encore des patterns pour le choper. En fait, après, il va au sol et il fait un power wave. Tu vois, quand j'étais petit, je pensais à ça. Et voilà, le jeu, il va avoir des boss comme ça à pattern. C'est vraiment un jeu à l'ancienne, avec en fait une lisibilité qui est top, de l'action frénétique. Et moi, je prends encore beaucoup de plaisir. Je l'ai refait ce week-end. J'y ai rejoué ce week-end et j'ai pris vraiment du plaisir. Le jeu va être... En fait, tu vas perdre ta vie et tu vas avoir donc ship, ce qui va te permettre d'envoyer tes armes. C'est ta barre on va dire, de tir. Et après, à chaque fois que tu passes un niveau, selon ce que tu as, il va te redonner il va te recharger ta vie. Voilà. Il va te recharger ta vie et tout. Et moi, je kiffais aussi ces petites séquences où tu le voyais comme ça avec son pied. Et voilà. Après, moi, je pensais que c'était une femme au début quand j'étais gosse. On pensait tout ça à peu près, Parce qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas les Kabuki. Comment ? Tu l'as connu celui-là à l'époque, le Kabuki Quantum Fighter? Ah oui, bien sûr. Moi, j'adore ce jeu aussi. Comme vous, hein, quand j'étais gamin, je connaissais pas le Kabuki, donc je me disais c'est un peu chelou quand même d'attaquer avec ses veuches. Mais effectivement, quand on connaît le Kabuki et qu'on connaît certaines des grandes pièces, des grands classiques, où on voit des personnages qui portent des kimonos extrêmement extravagants, puis une chevelure rouge qui balance comme ça, le mec qui se secoue en fait pour balancer ses cheveux. Etc. Là, on comprend mieux. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que ce jeu-là, il est sorti au Japon, bien entendu, mais il a beaucoup mieux marché en Occident qu'au Japon. C'est un des rares jeux, on va dire, qui est un background culturel japonais et qui marche mieux en Occident, en fait. Donc, c'est assez intéressant de se dire que voilà, le Kabuki, ici, personne ne connaissait. Et ça, malgré tout, ça a mieux marché qu'au Japon, quoi. J'ai essayé de retrouver le nom du jeu en japonais, parce que je sais qu'il n'a pas le même nom. Il s'appelle pas Kabuki Quantum Fighter. Mais j'ai rigolo que la semaine dernière sur Twitch, j'ai fait un live sur la NES, quoi. J'avais la NES de brancher, puis je mettais j'avais prévu une petite sélection de jeux, et puis du coup dans le chat on me disait vas-y mets-nous un petit Kabuki et tout. Je dis faut pas me chauffer les mecs. Alors j'ai pris la cassette, on l'a mis. Alors j'étais à froid parce que ça faisait quelques années que je l'avais pas fait. Je l'ai one-lifé encore. Je l'ai one-lifé en live et tout. Il n'est pas punitif, le jeu. Il n'est pas punitif. Il est super bien calibré. Voilà, il est ni trop facile, ni trop dur. Il y a 6 niveaux. Quand tu le connais bien, il se fait en une demi-heure. C'est quasiment le genre de jeu de plateforme action parfait qu'on veut voir sur NES, quoi. Donc, ce qui est vrai que ce qui rapproche, ça va être le Ninja Gaiden et puis le Batman. Hein. Batman, c'est quasiment le jeu qui va se rapprocher le plus de cette jeu. Mais non, pour moi, t'as eu une NES, tu collectionnes un petit peu la NES, tu joues à la NES, t'es obligé d'avoir Kabuki quand tout. Il est assez proche de Blue Ninja aussi, je pense. Ouais. Blue Shadow. Blue Shadow, pardon. Ouais, un petit peu, mais c'est possible, ouais. Mais je crois qu'il était sorti après Blue Shadow. Oui, il est sorti bien après. Ça, c'est lui, il était dans les débuts de la NES parce que tu avais la pub à la télé. La pub, elle était complètement ouf, je m'en rappelle. Et on rappelle, c'est Al Laboratory qui ont fait Kirby, donc c'est-à-dire les gars qui ont fait Kirby, quoi. Donc, mais non, mais très très bon jeu ce Kabuki. Hein. Regarde l'animation du boss, c'est pas ouf quand même pour de la NES. Les animations sont vachement belles, hein, d'une manière générale. Quand tu vois la façon dont il se balance quand il se balance là sur les plateformes, l'animation est vraiment magnifique, l'animation des personnages. Ouais. D'ailleurs, Florence, si tu retrouves le nom japonais, j'aimerais bien le tester en japonais. Si à l'occasion, je te dirai ça. Je vais continuer de chercher discrètement. Je l'ai le nom japonais là sur Wiki, alors je vais peut-être pas le dire. Shigoku, Goku, Raku, Maru. Jigoku, Goku, Raku, Maru. Voilà. Ok. Jigoku, c'est l'enfer. Après, t'as dit quoi? Goku, Raku?
Goku, Raku, Maru, en un seul mot. Ouais, Voilà. et alors la fin, c'est Maru, c'est certainement le nom du personnage, enfin, c'est le diminutif du personnage. Et Gokulaku, c'est le plaisir, c'est le paradis. Enfer et paradis, quoi. Ouais. D'accord. C'est Mister Enfer et paradis, en gros. Ouais, si tu Monsieur préfères. Enfer et Paradis. Ah oui, donc Ouais, un nom. mais il n'y a pas un nom complètement d'allusion au différent au kabuki Japon, en là-dedans. effet. Hein. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais. C'est bizarre. Bon, Florent, on va passer à ton deuxième jeu, au deuxième jeu de ta sélection. Et j'avais choisi. Attends. Un autre jeu de sport. Oui, pardon. Blades of Steel de Konami. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est rigolo. Ouais. Alors vas-y, je te laisse nous en parler. Écoute, tu peux pas faire plus classique. C'est un jeu de ice hockey, de hockey sur glace, de typé arcade et qui, contrairement aux quelques jeux qui existaient déjà sur NES ou même Master System, sur Master System, quand même. Ouais, en matière de hockey sur glace, il y a déjà eu une véritable amélioration graphique avec vraiment des graphismes fins et précis, des personnages qu'on reconnaît quand même plutôt bien, qui sont super bien proportionnés. Ouais. On dira ce qu'on voudra des décors et du public, mais malgré tout, c'est assez réaliste. Tu vois, il y a plein de détails qui font que par rapport à ce qui existait déjà avant, c'était top. Mais derrière, il n'y a pas que l'aspect graphique qui est meilleur, c'est que tu as plein de petites features qui sont vraiment top. Par exemple, tu peux passer en mode baston. Ouais. Quand tu te frites avec les mecs en face de toi, parce que tu peux avoir un certain nombre de chocs, puis au bout d'un certain nombre de chocs avec le défenseur, tu passes en écran 2D en mode Street Fighter. Et là, tu as une jauge de vie et chacun se tape la gueule. Ouais, c'est énorme. Et quand le personnage, il y en a un personnage qui est battu, forcément, il sort du terrain, donc tu es en avantage numérique, ce qui te donne un avantage évidemment certain pour aller marquer des buts. Tu contrôles le goal aussi, et ça, c'est plutôt cool. Bref, en termes de gameplay, il est top. Mais il y a plein d'autres petites choses qui font que, mince, il n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Mais il y a plein d'autres petites choses qui sont rigolotes dans Blade of Steel, c'est qu'à la mi-temps, c'est des tiers-temps au hockey, mais tu peux avoir de la pub. Et ça, c'est assez fou. Tu as plusieurs publicités, tu as plusieurs spots de pub. Et c'est de la pub in-game. C'est certainement un des premiers jeux à proposer ça. Et alors, il y a même une pub jouable pour Gradius. Ouais, et ça, c'est complètement ouf. Alors, c'est un mini-game. Ouais. Mais il faut se représenter. Là, une fois que vous êtes au premier ou deuxième tiers-temps, vous avez un petit écran dans l'écran qui va apparaître. Et vous allez contrôler Vic Viper contre un boss. Et pendant, ça dure quoi, 30 secondes. Et franchement, c'est assez incroyable. Ah, peut-être que... tiens, on va pouvoir avoir la baston, là, peut-être. Il y a une bagarre, là. Ouais, voilà. Tiens, vas-y. Ah, c'est trop tard. Vas-y, rembobine un peu, là. Ouais, je vais rembobiner pour montrer la baston. Mais les phases baston, elles sont top. Ça, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque. Je l'avais pas, mais j'ai un copain qui l'avait. J'y connaissais rien au hockey sur glace. Limite, j'ai appris les règles du hockey sur glace avec Blades of Steel. Et c'était tellement... il y a la Konami Touch, c'est-à-dire tu le prends en main assez facilement. Il y avait les bastons, tout ça. Il y avait, comme tu dis, Florent, les mini-jeux. Et tiens, voilà. La petite phase à la Gradus. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est-à-dire que même toi, pour nos amis qui nous regardent, même si t'aimes pas trop les jeux de sport et que t'aimes peut-être même encore moins le hockey sur glace, mais il faut quand même essayer Blades of Steel parce qu'il est tellement accessible, il est tellement fun, il est tellement arcade. Voilà, c'est comme tu as dit, Florent, c'est un jeu d'arcade en fait. Puis c'est Konami. Voilà, c'est pareil, Konami, ils nous ont pas fait beaucoup de merde sur. Ça, c'est la version anglaise, parce que nous, on n'avait pas la pub derrière qui annonçait Jackal et compagnie. Ouais, il y a des petites différences entre les pays. Et puis il y a des digits vocales aussi, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'attendais d'en parler parce que moi. Ah, pardon. Moi, c'est pas grave, comme ça on l'aborde. Moi, comme toi, DG, moi, j'ai pas appris le hockey avec celui-là, j'ai appris le hockey avec Slapshot sur Master System, parce que moi, j'étais un prolo, j'avais la Master System. Et après, j'ai eu la NES, donc voilà. Mais quand j'ai eu la NES et j'y ai joué à celui-là, et je me suis dit, moi, c'était les digits vocales. C'était la première fois que je voyais des digits vocales comme ça sur 8 bits. C'était la folie. Je me disais, mais pourquoi la NES, il y a des digits vocales comme ça, tu vois? Parce que sur Master System, tu en as quelques-unes. Tu as Alex Kidd au début, il dit hey, mais dégueulasse, tu vois. Alors que là, tu avais vraiment des digits hyper nets.
Moi, j'aimais bien les célébrations. Là. T'as vu quand tu marquais, t'as les bonhommes, ils viennent autour de toi et qui font ça. T'avais aussi la baston dans Slapshot. C'était pour moi mieux fait parce que tu voyais de plus près dans Slapshot. Mais par contre, je trouvais que c'était plus agréable sur Blades of Steel. Tu vois. Donc, quel jeu de dingue. C'est un jeu de sport, tu vois, mais c'est à l'époque, les jeux de sport étaient vraiment typés arcade. Et du coup, même si t'étais pas forcément, tu jouais pas à la console pour faire des jeux de sport, mais c'était fun. Tu vois. C'est ça. C'est ça. Et moi, ce jeu-là, dinguerie. Même aujourd'hui, il est encore super agréable à jouer. Ouais. Ah, carrément. Ah oui, dans le futur, là où on est, là, tu remets un Blade of Steel, on s'éclate. Hein. Ah, on s'éclate. Ouais. Et il est agréable. Et puis, même le gameplay est bon. C'est-à-dire c'est un vrai, très bon jeu, quoi. Tu te rends compte quand même le niveau de qualité que tu avais. Mais c'est ça, Konami, de toute façon, dans cette ère-là, 8-16 bits, ils ont jamais fait de daube. Il n'y a pas de déchets, ouais. Ouais. Il n'y a pas de déchets. Et dernière petite chose qui est rigolote, c'est qu'au Japon, en fait, il fait partie d'une série sur NES, enfin sur Famicom, qui est sortie sur Disk System et qui s'appelait Konamic. Et Konamic, c'était un mix entre Konami et Dynamic. Ah oui, et donc, il y a eu plusieurs types de jeux. Et bon, il y a eu Blades of Steel qui s'appelait Konamic Ice Hockey, je crois. Et puis, il y a aussi Konamic Basket qui chez nous s'appelait Double Dribble. Double Dribble. Et la particularité de leur jeu de la série Konamic, c'était que c'était un gameplay typé arcade et tu avais plein de trucs qui étaient spectaculaires. Donc là, par exemple, là, vous avez les bastons, les pubs et tout ça. Et sur Double Dribble, tu avais les dunks. Tu avais 2 ou 3 types de dunks différents animés en 5 ou 6 étapes. Ouais. Et qui étaient assez impressionnants pour l'époque, en fait. Ouais. Des dunks en plein écran, il faut se dire. C'était chouette à l'époque. Ouais, c'était comme sous forme d'une scène animée, quoi. Ouais. Bon, bah, écoute, voilà. Un très très bon jeu, indispensable aussi à avoir sur NES sans problème. DG. Bah écoute, on va rester chez Konami, on va rester dans le même esprit, on va rester dans le sport, sauf que là on va faire du multisport, du multigame avec un jeu que je possède complet, mais je ne l'ai pas ici à portée de main parce qu'il est chez moi en France, c'est le Track and Field International Track and Field 2. Voilà, je parle du 2, hein, parce que c'est celui qu'on a eu à l'époque. Je ne sais même pas si le 1 il est sorti chez nous en France, mais voilà, on a tous connu quasiment Track and Field 2. Alors c'est pareil, moi c'est pas un jeu que j'avais, mais j'ai un copain qui l'avait. Et alors on pouvait jouer à plusieurs, on pouvait jouer à 2. Hein, ça se jouait pas à 4 encore, je crois que le NES Force Score n'existait pas encore. Il y avait plusieurs épreuves, en fait, donc c'était comme des mini-jeux. Chaque épreuve avait son propre gameplay. Là par exemple, on voit pour la course à pied, il fallait bourriner le bouton A. Voilà, une fois qu'on arrivait sur la ligne, il fallait appuyer sur B au bon moment. Voilà, bien timé pour le triple saut. Et ça, je m'en souviens de cette épreuve. Il y avait le taekwondo aussi, il y avait le plongeon dans la piscine. Il y avait je ne sais pas combien d'épreuves, il y en avait une dizaine, douzaine. Et c'est du Konami, c'est pareil. Je crois qu'il y avait des petites voix digites aussi. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien foutu, c'est tellement accessible, c'est tellement fun. Et alors là, c'était vraiment le jeu destructeur de manette, hein, ça, le Track and Field. Est-ce que vous l'avez connu celui-là, les gars, à l'époque, le Track and Field? Tiens, Florent. Oui, alors moi j'en ai eu plusieurs des trucs comme ça. Il y a eu aussi en 92 évidemment la série qu'on s'est tapé sur Barcelone 92. Oui. Moi j'en avais un comme ça aussi sur Game Boy qui s'appelait Track and Meet. C'est pareil, des épreuves d'athlétisme. Ouais. Mais j'ai kiffé pendant quelques semaines, puis après je me suis très vite lassé parce que c'était hyper fatigant en fait. Ouais. Bourriner la manette comme ça, c'était pas simple. C'était physique comme jeu. Ouais, c'était physique, ouais. Et donc, je me suis lassé assez vite, mais celui-ci est vraiment impressionnant graphiquement au niveau de l'animation. Ils ont fait du beau boulot, quoi. Ouais, il est super bien fait. Mais cette série est mythique. Moi, je l'ai connu, celui-là, à Carrefour, en borne d'essai. Quand la NES était présente, moi, j'allais dans le rayon. En fait, chaque fois que je faisais les courses avec mes parents, j'y allais souvent, vu qu'on faisait les courses pour le camion roulant là, dans lequel on vendait nos sandwichs dans les fêtes foraines. Et ben, j'allais souvent avec eux et mes parents, ils me déposaient là-bas. Ils me disaient, bon, on revient te chercher après. Et comme ça, je traînais pas dans leurs pattes. Et moi, je l'avais vu là-bas, celui-là. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est le premier jeu qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'escrime. Tu vois, je me suis dit, mais il y a même un jeu d'escrime, quoi. C'est-à-dire que tu dois te battre avec une épée, etc. Là, il y avait donc la course, le 50 mètres nage libre. Il y avait plein de trucs, quoi. Tu avais le plongeon. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment subjugué. J'avais surkiffé parce qu'il y avait un gameplay qui était facile à prendre en main. Et c'est des jeux, voilà, tu les joues à 2, c'est un plaisir immédiat. J'ai, pour la petite anecdote, en haut, j'ai un système d'arcade complètement inédit qui est Track and Field, la version 3D. Sur borne d'arcade de Konami. Pour te dire, cette série a perduré. Moi, il y a eu une version Super Nintendo, il me semble,
de mémoire. Super NES, je sais pas, mais sur PlayStation, c'est revenu, je Sur crois. PlayStation, moi, Voilà. j'ai la version adaptée de la version PlayStation. J'ai la board arcade. Et tu la vois, c'est une boîte, en fait, métallique. Et t'as le jeu. Et moi, j'ai surkiffé la version PlayStation. Elle était incroyable. Mais vraiment. Hein. Et avec mon beau-frère, je me rappelle, je l'ai initié au jeu, tout simplement, au jeu vidéo, avec Track and Field. Et pour gagner du temps, prenez un briquet. Et entre les deux boutons, pour pouvoir bourriner, on faisait comme ça, là. Tu vois, tac, 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 tac. Ouais, parce qu'il fallait bourriner, alterner croix et rond, je crois. C'est ça. Et en fait, donc, comme du coup, avec un briquet, on pouvait glisser. Mais alors, là, tu niquais ta manette. Hein. Ah ben, nous, on le faisait comme ça avec le briquet, tac, 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 tac. Et on battait tous les records du monde, mais on éclatait tout. Tu vois, à un moment donné, quand on jetait le javelot, limite, il sortait du terrain. Tu vois, tellement on l'envoyait. Et il fallait faire 45 degrés à chaque fois pour tous les trucs. C'était l'angle parfait, c'était ça. Et moi, j'ai toujours aimé cette série. Le premier est mortel en arcade. Moi, je l'aime beaucoup. De temps en temps, j'y joue. Et les voix digites sont à mourir de rire. Tu comprends rien ce qu'ils disent. C'est on dirait du yaourt un peu. Et moi, je pensais qu'il était sorti sur NES, le premier. Parce qu'il me semble avoir vu. Le premier, je sais pas. Ouais. Enfin, en PAL, on a eu le 2. Le 1, je sais pas. Honnêtement, franchement, je sais pas. Et le 1, c'est l'adaptation du jeu d'arcade qui est archi simpliste. Voilà, un jeu 8 bits un peu, tu vois, dans l'ambiance. Et voilà, moi, en tout cas, je l'ai connu à l'époque, celui-là. Et j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il est indispensable parce que tu peux te taper des soirées entre potes avec ça, mais c'est juste la folie. Bah, c'est super convivial. Track and Field. Après, il faut y jouer à. Voilà, il faut y jouer à deux, quoi. Il faut y jouer à plusieurs. Parce que bon, tout seul, c'est vite chiant, quoi. Tu fais le tour des épreuves et puis tu bats les records et tout. Mais bon, ce genre de jeu, ça prend son intérêt à deux, évidemment. Ouais. Allez, très bien, je passe à mon deuxième jeu de ma sélection. Alors celui-là, c'est un indiscutable, un classique absolu de Capcom. Et ce jeu-là, c'est DuckTales. Ah oui. Picsou, la bande à Picsou. Je connais pas. Jamais vu, jamais joué. J'avais joué. Quel jeu incroyable. Quel jeu incroyable. Moi, alors déjà, il y avait la pub. Donc déjà, voilà, c'était la folie. Moi, ça marchait beaucoup sur moi, les pubs à l'époque. Les pubs de jeux vidéo, quand je les voyais, ma bouche, elle se décrochait à chaque fois. On était fascinés avec les pubs. Ah ouais. Et puis, moi, j'avais la Master System, malheureusement. Et donc, j'étais obligé de prendre la NES à mon pote. Mais bon, il me la prêtait régulièrement. Il habitait à côté de chez moi. Et on se les échangeait très souvent. Et il avait acheté DuckTales. Et je lui avais pris un week-end. Je voulais plus lui rendre tellement le jeu était ouf. On l'avait commencé avec ma soeur et mon frère. Et ce système avec le stick ou sur le pogo, là où tu rebondis... Et tu rebondis sur les ennemis, il faut faire gaffe, il y a certains ennemis sur lesquels tu peux pas jamais vu. Hein. C'était vraiment la caractéristique de gameplay propre à DuckTales. Hein. C'est ça, et c'était ultra jouissif à jouer. Parce qu'en fait, tu passais les niveaux, et le level design était adapté à ce truc-là. C'était pas, on va dire, un gimmick, un espèce de, entre guillemets, un cheat, mais c'est-à-dire vraiment le gameplay et le level design, ils étaient mariés ensemble. C'était pas un truc que tu passais les niveaux en 2 secondes. Hein. Malgré le fait que tu as ce mécanisme-là, il fallait faire très attention. Par exemple, là, à pas te piquer sur le haut des pics. Il y a des ennemis, comme je disais, que tu peux pas écraser avec ton pogo. Et tu frappes aussi les pierres, tu peux les envoyer avec ta canne vers l'avant. Tu as plein d'items différents. Ce qui est mortel, c'est qu'au début du jeu, tu peux sélectionner ton stage. Tu as plusieurs stages. Tu as ce stage-là, la lune. Tu as 5 ou 6 niveaux de mémoire au début. Il y en a 5 de mémoire. 5. Et tu peux les faire, voilà, tu peux commencer dans l'ordre que tu veux. Franchement, un jeu incroyable. Il a tellement été ouf qu'il a été refait. Il me semble qu'il y a eu un remake il n'y a pas si longtemps que ça. Sur PS3, Xbox 360, un bon remake d'ailleurs. Hein. Un bon remake. Et voilà, et tu avais ce côté, là où il fallait du skill, c'était justement quand tu étais dans ces niveaux-là, où tu avais juste une plateforme sur laquelle monter, il fallait super bien viser. Et tu as l'ambiance de la bande à Picsou avec tous les personnages, etc. Riri, Fifi et Loulou, lui là, comment il s'appelait Flagada Jones. Voilà, c'est ça. Et franchement, juste incroyable. Et comme il y avait le dessin animé de la bande à Picsou, pareil, ça marchait super. On était dedans, quoi. C'était le contexte, quoi. Voilà. Bien plus tard, après, bon, il y a un autre jeu que j'avais énormément aimé sur Mega Drive qui est Quackshot. Mais tu vois, tu avais un peu cette continuité dans les jeux Disney, moi, qui m'a toujours fait rêver. Et Capcom, pour moi, ils ont fait vraiment des très très bons jeux Disney, même par la suite. Et celui-là, voilà, je pense que tout le monde pensera comme moi que c'est vraiment un indispensable, un jeu extraordinaire. Ah bah oui, non mais bien sûr. Je pense que vous l'avez connu à l'époque, vous aussi. Ouais, moi je l'ai connu à l'époque. Vas-y, Florent.
Moi personnellement, je l'ai plutôt fait sur Game Boy, mais c'était aussi un excellent jeu. C'était le même jeu, hein, pour ainsi dire, avec une Ouais, c'est le même. résolution différente et puis Oui, voilà. Les couleurs. voilà, mais quasiment le même jeu. Et oui, c'était un excellent jeu aussi. Donc, je l'ai pas fait sur NES moi à l'époque, voilà. Mm. Mais voilà, je confirme qu'aussi sur Game Boy, le portage était excellent. Ah, il était Ouais, très il bien. est top aussi sur Game Boy. Bah, moi, c'est pareil, c'est pas un jeu que j'avais à l'époque, mais j'ai des copains qui l'avaient. Et puis ouais, bah, du coup, je l'ai connu à l'époque comme toi, Biggie, dans son contexte. Et voilà, mais Capcom sur NES, c'était tellement énorme. Et ce Picsou, bah, comme toi, avec la pub, et puis bon, bah, Mm. le dessin animé qui passait, on était dedans, on était dans l'ambiance. Puis bah, le jeu, enfin, voilà, il a pas du tout déçu. Le jeu était vraiment exceptionnel, super plaisant à jouer. Puis comme Megaman, du coup, le fait que bah, tu allumes ta console et puis qu'on puisse choisir son niveau comme ça, on n'a pas d'ordre imposé, et puis voilà, à chaque fois de tout refaire. Si par exemple, il y a un niveau qu'on maîtrisait moins, bah, on pouvait commencer par lui pour se dire ouais, si on perd des vies, c'est pas grave, Mm. on va refaire et puis on passera à un autre niveau après. Ça, à savoir que voilà, on a des points de vie, on le voit en haut là, on a 3 points de vie, mais on peut monter jusqu'à 5. Hein. Voilà, Ouais. il y a un point de vie, petit spoiler, il y a un point de vie supplémentaire en Transylvanie, puis l'autre qui est dans l'Himalaya, quoi. Voilà. Donc, Mm. avis, je vous laisserai chercher. Alors, pareil, ça c'est un jeu que j'ai one lifé. Hein, j'en avais fait un vidéo guide. Et puis, ça dure. Enfin, quand on le connaît, c'est pas très long. C'est 25-30 minutes. Mais qu'est-ce qu'il est plaisant à jouer. Puis ça, c'est pareil. Là, on allume la télé, on le met dans la NES, on allume, on y joue, quoi. Je veux dire, c'est tellement plaisant, ça a tellement bien vieilli. C'est Mm. carrément un indispensable, celui-là, le DuckTales. Et même en plus, pour celui qui veut l'acheter complet aujourd'hui, enfin complet, je sais pas, mais au moins en loose pour sa collègue, pour jouer sur la vraie console, ça vaut Il est rien. pas Hein. très cher, hein. Mm. Ouais, Ouais, puis il a été beaucoup 15 vendu. balles, un truc, 20 balles max, tu vois, Mm. ça reste Mm. accessible. Hein, voilà. Ouais. Donc ça, c'est Très très cool. bon jeu. Ouais, ouais. Le Ductales, comme on Le l'appelait. Ductales, ouais. Je te laisse choisir ton troisième jeu, s'il te plaît, Florent. Je te laisse en Et parler. moi, j'avais choisi Life Force, aka Salamander, en fonction des pays. Ah, tiens, il Donc est là. un shoot Konami. Voilà. Ouais. Quelle pochette incroyable. Moi, ça me rappelle des souvenirs Ah, ça, c'est incroyables. mon bien d'époque. C'est mon bien d'époque, les mecs, celui-là. Hein. Ah ouais. Ouais. Et Génial. ben, un jeu, c'est une vraie tuerie. Bon, bah, vous connaissez tous évidemment Gradius avec son système d'armement. Hein, évidemment, je vous refais pas le topo. Mais moi, ce qui m'avait impressionné à cette époque, c'était le côté organique des niveaux, le côté glauque, un peu film d'horreur où on est dans des boyaux. Enfin, c'est assez Ouais. glauque en fait comme univers graphique. Et puis certains niveaux aussi qui étaient très impressionnants. Bah, par exemple, là, le stage 1, il est en vue horizontale, mais en stage 2, voilà, ça, ces niveaux-là. Les dents, Ouais, les dents. j'appelais ça les dents. Ouais. Ouais. Les dents ou les cornes, je sais plus comment je disais moi à l'époque. Nous, on disait plutôt les cornes, je crois, avec mon frère, mais bref. Ouais. Moi, je Ouais. pensais aux dents Il y a des vies cachées aussi derrière une des cornes, je sais plus où elle est, mais on l'avait trouvé. Enfin bref. Et le côté glauque, etc. Et puis c'était impressionnant, tu vois, de voir se former les niveaux, tout ça. Mais voilà, il alterne comment dire, un gameplay scrolling verticales. horizontal et scrolling vertical. Ouais. Et qui est plutôt sympa, avec C'est bien fait. un niveau aussi où il y a un moment, ça se met à accélérer de façon subite, un peu à l'Aéroblaster. Ouais. Et c'est assez génial, quoi. Il y a une espèce de, voilà, il y a une volonté de mise en scène qui est impressionnante et qui changeait des shmups de l'époque, quoi. Complètement. Voilà, Ouais. graphiquement, c'est vrai que c'est une belle claque sur Ouais, il a bien une vieilli, belle je trouve. Hein. performance sur NES. Ouais. Il a bien vieilli. Alors moi, bah, Oui. c'est un jeu que j'ai eu à l'époque. Hein, voilà, c'est mon bien d'époque. Mais j'avais d'abord connu Gradius parce que pareil, j'y avais joué bah, dans l'hypermarché sur le M82. Il y avait Gradius en démonstration. Puis après, bon, bah, quelques temps après, j'ai eu ce Life Force. Et moi, j'ai toujours préféré, mais très nettement Life Force au Ouais, Gradius. Je parle pareil. sur NES. Hein, parce que Gradius est quand même, il est quand même assez dur. Hein, on va pas se mentir. C'est Life Force, austère. hein. C'est un petit peu austère, ouais. Quand tu es full armed, ouais, ça, c'est balade de santé. Et que Ouais. tu perds ta vie, c'est bon, tu peux reset ta console, quoi. Bah, c'est à peu près ça, quoi. Alors, on a un peu le même système dans Life Force, malheureusement, mais je le trouve, je sais pas, peut-être je suis peut-être plus habitué à Life Force, mais il est quand même mieux géré, je trouve, au niveau de sa difficulté. Il est un petit peu plus accessible et un petit peu plus agréable. Et puis, ouais, bah, comme tu disais, Florent, donc là, on a un niveau, premier niveau assez organique. Et moi, ce qui m'avait impressionné à l'époque, c'était le fait d'alterner hein, des phases de jeu horizontales et des phases de jeu verticales. Et moi, il y a un
un niveau qui m'avait assez impressionné à l'époque par son ambiance. C'est même encore aujourd'hui, je trouve, je crois que c'est l'avant-dernier niveau, un truc comme ça. Celui où on est en Égypte, un petit peu, on rentre dans une pyramide et puis on va battre une espèce de masque de pharaon à la fin et tout. Ça, c'est voilà, il y avait que dans des trucs de Konami qu'on pouvait voir ça. Voilà, on a le niveau 2 par exemple, un peu volcanique et puis donc qui est du coup vu de haut. C'est pour moi personnellement, c'est le meilleur shoot qui est sorti en PAL. Le Life Force. Après, meilleur shoot de toute la ludothèque NES Famicom, il y a peut-être débat, mais en PAL, c'est le meilleur shoot qui est sorti. Alors, en PAL B aussi, on a eu, en Allemagne, il y a eu le Horizon, Over Horizon aussi, qui peut prétendre à ce titre-là d'être le meilleur shoot, mais chez nous, en France, direct, pour moi, c'est Life Force. Quoi. Tu l'as connu à l'époque, celui-là, Biggie, toi? Ouais, je l'ai connu à l'époque. Mon pote Nabil, chez qui j'allais, là, dont je t'ai parlé plusieurs fois, lui, il l'avait et je l'ai découvert à ce moment-là. Et moi, pour le coup, c'est celui-là qui m'a introduit à l'univers de Gradius, entre guillemets, avec ce système d'armes où tu prends des items et en gros, tu montes et tu valides à chaque fois ton arme en fonction du niveau d'item que tu as récupéré. J'ai appris ce système-là avec Life Force et moi, j'avais surkiffé. Je le trouvais très dur parce que j'étais pas très, très habitué encore à l'époque au shmup. Et en plus, comme tu alternais la vue, ça, pour un enfant, c'était difficile d'appréhender en fait les deux scrollings. Mais celui-là, on a passé des soirées dessus pour essayer d'aller le plus loin possible, tu vois. Et celui qui jouait, voilà, il prenait la manette, il essayait d'aller le plus loin possible pour voir les autres niveaux. Et moi, j'avais surkiffé. Et après, plus tard, j'ai découvert Gradius, bien plus tard. J'ai même découvert plus tard qu'il y avait une version arcade à la base de ce jeu-là qui s'appelait Salamander. Mais quand je dis plus tard, peut-être pendant mon adolescence, j'ai découvert Salamander, la version arcade. Et après, j'ai compris que c'était pas les mêmes jeux. Parce que pour moi, en fait, c'était Gradius, en fait. Parce que tu avais exactement le même système, les mêmes armes. Tu vois, c'est vraiment le même jeu, quelque part, entre guillemets. Sauf que, en fait, non, c'est un dérivé, en fait, de ce jeu-là. C'est une adaptation de Salamander Arcade sur NES, quoi, mais c'est pas un portage direct, quoi. C'est pas un portage direct. Et du coup, voilà, moi c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup apprécié dans mes premiers shoot'em up que j'ai fait quand j'étais jeune. Voilà. Donc, très très bon jeu, indispensable absolu de la NES. Moi, pareil, c'est le genre de jeu qui est bon en soi, mais qui a en plus une valeur affective nostalgique. Et aussi, le Konami Code fonctionne à merveille. Oui. Et tu récupères 30. Je crois que c'est celui-là où tu récupères 30 vies, il me semble. 29, quoi. Mais bon, 29, je crois que t'as le 0 aussi, donc ça fait 30, quoi. Ouais. Mais oui, le Konami Code, pour découvrir tranquillement le jeu, c'est toujours bien. C'est utile, voilà. Ouais. Bon, on va passer à ton troisième jeu. Là, c'est un jeu, tu nous as tellement matrixé avec. C'est pas compliqué, c'est le meilleur jeu de la NES. Voilà, tout simplement. Tu mets Mario 3 à la poubelle, tu mets tout à la poubelle. Tout ce qu'on vient de dire, tu le mets à la poubelle. Là, les gars, c'est le meilleur jeu de la NES. C'est Faxnadu. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Oui. Oh, ça... Donc, c'est un jeu par Hudson Soft. Et donc, ce qui est rigolo, c'est le nom. Faxnadu, en fait, c'est la contraction de Famicom Xanadu. Parce qu'il y avait une licence de jeu, apparemment, genre Legend of Xanadu, un truc comme ça. Et donc, c'est un jeu d'aventure vu de côté, un petit peu à la Zelda 2, notamment. Et on incarne un étranger qui revient d'un long voyage. Et on rentre dans la première ville. Il y a un arbre de vie. On le voit d'ailleurs quand on arrive. Tout est asséché, il n'y a plus d'eau. Et le roi, il nous dit voilà, nos fontaines se sont taries. Tiens, prends un peu de pognon, puis va voir ce qui se passe. Alors, tout de suite, on va dans les premières boutiques de cette ville. On achète un petit couteau, une magie, quelques potions, et on part à l'aventure. Alors, ce qui est original, c'est que le jeu, il n'y a pas de scrolling, c'est écran par écran, et on va évoluer. Comme ça, dans le jeu, alors, le jeu est en anglais, il n'a pas été traduit. Donc, dans la version française là, que j'ai là, donc il y a la notice, puis il y a un petit bouquin aussi de traduction pour nous à l'époque, les enfants de l'époque qui ne savaient pas parler anglais encore. Donc, c'était quand même utile. Et donc, on va arriver on va traverser différentes villes. On va parler avec des gens, on va en apprendre un petit peu plus sur le scénario. Et le jeu est composé en 3 zones principales, on va dire. Donc, la première zone, on est un petit peu en extérieur avec des villes, des châteaux forts, tout ça. La deuxième zone, on va être à l'intérieur de l'arbre, de l'arbre de vie ou l'arbre du monde, je ne sais plus comment il s'appelle, dans une zone de brouillard. Alors là, les mecs, c'est du jamais vu sur NES. L'ambiance, c'est la meilleure ambiance que j'ai vue sur NES, tout simplement. Avec une zone de brouillard, avec la musique. Et ensuite, la troisième phase, la phase finale, on va se retrouver au sommet de cet arbre. On va avoir, c'est ça, la phase dans le brouillard. Enfin bon, je ne vais pas trop après en
en parler, mais c'est un jeu qui m'a littéralement marqué. Voilà, bah, il a marqué ma vie de gamer. Là, on est même au-delà de la NES. Là, on est dans la carrière vidéoludique tout court. C'est un de mes jeux préférés all time. Enfin, déjà, les jeux d'aventure, j'aimais bien. Mais celui-là, il a une ambiance qui est tellement unique, qui est tellement magique. Voilà, il faut y jouer tout simplement. Hein. J'en ai déjà parlé chez l'ami Flo Hazard. On a fait une vidéo ensemble. Il ne connaissait pas. Voilà, il découvrait le jeu en ma compagnie les quelques premières minutes. Je lui disais, vas-y, fais ça, parle à un tel, parle à un tel. C'est un jeu aussi que j'ai fait un vidéo guide sur ma chaîne. Donc, ça dure 1h20 à peu près. J'ai fait quelques cuts parce qu'il y a quelques endroits où j'ai farmé un petit peu pour avoir du fric. Donc, ça, je les ai cutés. Mais voilà, pour ceux qui voudraient voir, qui seraient intéressés, qui voudraient voir l'intégralité du jeu en ma compagnie, j'ai une vidéo sur la chaîne. Ça dure à peu près 1h20. On fait tout le jeu, les mecs, et c'est mystique, c'est complètement mystique. C'est voilà, là, le jour où Afax Nadu est sorti, les planètes étaient alignées. Hein, on est au-delà du 20 sur 20. Alors, c'est pas le jeu parfait, mais parce que toi, le gameplay est pas trop parfait, tout ça, quoi. Mais ça va, franchement, ça reste bien à jouer. Mais là, oui, on parle de 20 sur 20. C'est Red Dead Redemption 2, 21 sur 20. Bah, je suis désolé, Afax Nadu, lui, il a 22 sur 20. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, hein, c'est exceptionnel. Tu le connais, Florent, celui-là? Oui, mais alors, si j'y ai pas joué en temps réel, la boîte me faisait très envie quand j'étais gamin, mais bon, j'avais pas les moyens de l'acheter. Voilà, elle est Mais magique. effectivement, la boîte, elle faisait très épique. Tu vois, un peu tu sens un peu l'influence de Zelda. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse un truc aussi épique, quoi. Elle est mystérieuse parce que regarde, tu vois cette boîte, tu dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Parce qu'on voit rien. Ouais, mais c'est comme Zelda, quoi. Tu vois le côté un peu luxurieux. Sauf que là, ils n'ont pas mis les moyens, ils n'ont pas mis la cassette dorée et tout ça, mais ni même la boîte avec un effet dorure. Mais après, c'est vrai que le jeu en tant que tel, j'aime bien, mais c'est vrai que il serait pas rentré dans mon top, quoi. Ah ouais. Alors moi, j'ai connu à l'époque parce que mes potes y jouaient. Mais moi, je vais te dire, ce type de jeu-là, à l'époque, c'était interdit pour moi dans le sens où tout ce qui c'est pour les intellos. Voilà, c'était trop intellectuel. Moi, je disais, je veux jouer à un jeu comme en arcade. Je veux défoncer des monstres. Je veux que ce soit simple à comprendre. Mais les trucs où tu devais choisir, et je me rappelle, il y avait un jeu qui s'appelait Lord of the Sword sur Master System, qui était un peu dans la même ambiance, où tu avais des trucs où tu sélectionnais tout ça. Mais moi, c'était pas du tout pour moi, parce que pour nous, dès lors que tu avais de la lecture et chercher, machin, on disait, nous, on n'a tellement pas de temps pour jouer aux jeux vidéo, parce que la télé, on est 11 enfants, il y a une seule télévision. On avait maxi 1 heure dans la journée quand on pouvait, et c'était 1 heure où il fallait être là. Si tu loupais cette heure-là où tu avais le créneau, c'était mort. Donc il fallait qu'on joue à des jeux efficaces, des Shinobi, des Ghouls and Ghosts, des jeux où c'était immédiat. Fallait que ça aille vite. Voilà. Nous, on zappait, et même c'était tu joues à des jeux de rôle. Tu vois, c'était comme ça à l'école. Moi, quand j'étais petit, c'était ça. C'était tu joues à des jeux de rôle. Là, t'as un intello, toi. Tu vois. Et du coup, c'était pas trop dans ma veine. Mais moi, je l'ai découvert un peu grâce à toi, vraiment, on va dire en profondeur, parce que tu en as beaucoup, beaucoup parlé. J'ai vu ton vidéo guide entier. Je me le suis tapé. J'ai dit, je veux savoir pourquoi il aime ce jeu à ce point-là. Et en fait, j'ai compris, parce que c'est un super jeu d'aventure, en fait. C'est tout simplement un super jeu d'aventure. C'est ce que est Dark Souls, entre guillemets, mais de l'époque, tu vois. Moi, je suis fan de Dark Souls. Sauf que là, tu as une vraie narration par rapport à Dark Souls, où tu as une narration plus décousue, tu vois. Mais quelque part, c'est un peu ce qui a fait poser les fondements d'un jeu comme Dark Souls, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc oui, je comprends tout à fait que c'est un très bon jeu. Peut-être que je me le ferai, du coup, tu vois. Et celui-là me fait plus envie que certains autres RPG, tu vois. Je pense que je tenterai aussi de le remettre un de ces 4, ouais. Faut se faire un peu à la jouabilité, parce que puis bon, là aussi les menus c'est un petit peu rébarbatif, on va dire, tu vois. Puis la jouabilité est un peu spéciale, parce qu'au début le personnage il est un peu lent, puis il accélère au fur et à mesure. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut s'accommoder, on va dire, mais pour peu que si on arrive à rentrer dans l'univers, bah là ça y est, t'es baisé. Hein. Là t'as mis le doigt dans l'engrenage, là tu t'en sors plus, quoi. C'est de la putain ce qui m'avait rebuté quand j'avais dû le lancer une fois ou deux sur émulateur, c'est l'animation un petit peu Fortress of Fear, tu vois, tu fais hop, tu fais juste des coups de couteau comme ça là, et je trouvais que c'était un peu simpliste et un peu trop old school. Quand tu vois des Kabuki Quantum Fighter à côté, tu te dis c'est rétro, quoi. Déjà à l'époque tu te dis c'est rétro, Bah, le truc, c'est qu'après, au début, c'est vrai qu'on a le couteau, mais en fait, c'est ça, c'est l'excitation. Chaque fois que tu vas arriver dans une nouvelle ville, qu'est-ce que je vais trouver, quoi. Donc, tu vas au marché, découvrir.
Voilà, Oui. tu t'arrives à l'armurier et là, bah, tu vois, il y a une nouvelle armure, elle vaut 11 000 pièces d'or, il a une nouvelle épée qui a un trident au bout, tu te dis: «Oh putain, mais il me la faut et tout», puis faut farmer parce que ça coûte trop cher et là, après, tu as plus ce problème, hein, Florent. Puis après, tu peux ajouter les magies, parce qu'on a les magies, c'est comme, Castlevania, en appuyant sur O et le B, bah, ça va déclencher, les magies, puis, enfin voilà, je vais pas trop en dire plus, Mmh. mais non, il est à faire au moins une Un fois ce un des jeux qui m'avait introduit à ça, c'était Wonder Boy Mmh. sur Master System. Après, Ouais. c'est beaucoup plus simpliste. Il y a Mmh. moins de côté aventure que Faxanadu. Mais c'était un peu le même style Il est en un vrai. peu plus arcade, quoi. C'est-à-dire Ouais, que, le Wonder Boy 3, c'est un peu la même recette, en effet, mais mmh, un petit peu plus arcade, quoi, quand même. un peu plus Ouais. arcade. Ouais. Sinon, sur Allez, NES, un peu dans le même style, pour ceux qui sont intéressés de Faxnadu, il y a Battle of Olympus aussi, qui est oui, très Battle intéressant. Ouais. of Olympus, ouais, qui est très Voilà. connu aussi. Ouais. Ouais, Celui-là, je le excellent. connaissais plus, Battle of Olympus. Mmh. Beaucoup de gens l'avaient. Alors Battle of Olympus, pour info, donc sur NES, c'est comme, on va dire vite fait, c'est comme Faxnadu, donc il est en anglais, il a pas été traduit, mais il y a un petit bouquin de traduction. Mais pour ceux qui veulent y jouer en français, prenez la version Game Boy parce que oui, il existe sur Game Boy, les mecs, et il est multilangue. Alors on perd la couleur, bien sûr, mais le jeu est multilangue, on peut le mettre en français sur Game Boy. Ah Voilà, ouais, génial. faut le savoir. Ok. Bon, on passe à mon troisième et dernier jeu de ma sélection, on va dire perso. Là, on va attaquer de l'arcade. Tu disais arcade. Ben là, on va parler d'un jeu, d'un beat'em up sur Mmh. NES, un des meilleurs qu'il y a et un des meilleurs de la licence Tortue Ninja. Et Attention, c'est il y a un voilà. TMNT 3, Ouais. Tortue Ninja The Manhattan Project. Donc, Regardez-moi cette cover US, les ah mecs, ouais, comment elle un claque sa truc mère de avec, fou. bah, Elle là est encore, magnifique, la cover. Konami. Il y a encore du Konami dans cette, Ouais, sélection, le Turtle ouais. 3. Incroyable. Alors, moi, je l'ai connu assez tard, celui-là. Je l'ai connu, il y avait déjà les consoles 16 bits. Il est de quelle année, celui-là, DG? Ah, ça doit être 93, je dirais, c'est Ouais, tard, hein. 93. Ouais, Attends. c'est tard. Je l'ai connu après, et parce que, en fait, moi, je sais, j'ai connu, donc, comme tout le monde, le premier Tortue Ninja sur NES. Mmh. Ensuite, il y a eu le 2 qui s'appelle The Arcade Game. C'est Ouais. l'adaptation genre du Mmh. TMNT arcade, mais qui était Ouais. complètement raté. En fait, le jeu est archi ennuyeux. C'est Ah ouais, vraiment ouais, une il était plaie. décevant. Il Ah était ouais, il est décevant, décevant ouais. parce que tu t'ennuies. Et Ouais. après, il y a ce Tortue 3 qui est arrivé. Et là, tu te Mmh. dis, mais en fait, c'est quoi? Au début, je me suis dit, c'est quoi? C'est une adaptation de Turtles in Time. Mais en Mmh. fait, non, c'est un jeu complètement à part. Ouais, The c'est ça. Manhattan Project. Sur Mega Drive, il y avait eu, entre guillemets, l'adaptation Turtles in Time qui est Mmh. Hyperstone Ace. Hyperstone Heist. Tu Ouais. as donc Turtles in Time sur Super Nintendo. Et là, tu as un autre jeu inédit. Mmh. Ils se sont vraiment pris la tête. Ils se sont dit, on a la licence Tortue Ninja, on va l'exploiter Mm. correctement et proposer des jeux différents. Et là, Ouais. donc, c'est un beat'em all typé arcade, hein, avec un gameplay, mais vraiment aux petits oignons. Techniquement, c'est la NES à son meilleur, voire à son très, très, Mmh. très, très bon. Ouais, J'ai ouais. fait exprès de mettre cette séquence-là, parce qu'il y a une séquence après qui m'avait surmarqué à l'époque. Je me suis dit, ça tourne sur NES. Et les couleurs sont super belles, les sprites des tortues est mortel. T'as les super, là, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Comme dans tous les Ouais. beat'em all, tu appuies sur les deux boutons. T'as un coup Mmh. qui est différent selon la tortue et qui va pas du tout avoir les mêmes effets en plus selon la tortue. Ouais. Et donc, tu peux sélectionner donc les 4 tortues qui vont être vraiment différentes. Tu as des shops, tu as des combos, tu peux sauter, mettre un coup. Tu as plein de petits. Voilà, un gameplay vraiment aux petits oignons. Assez simpliste finalement, pas une move list de ouf, mais qui va Mmh. suffire largement. Et tu as notamment des stages comme celui-là, le stage, Ouais. comme on a aussi dans les autres tortues. Hein. Mais là, il est particulièrement réussi pour de la NES. Bah, regarde la sensation de vitesse, c'est ouf Ouais, pour de tu la as une NES. sensation de Mm. vitesse de ouf, tu vois. Mmh. Et c'est ce Il qui y a, m'avait il y a un marqué. scrolling parallaxe là, on est d'accord? Ouais, il Ah y a un bah oui. scrolling parallaxe. Le fond, Ouais, ouais. tu as un truc, et surtout quand tu arrives à la fin du stage, tu vois en fait où est-ce que tu vas accoster. Et c'est super bien fait. Et moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est ça, les petites séquences où tu as les ennemis qui arrivent d'en dessous. Et en fait, Mmh. ils arrivent à plusieurs comme ça. Et après, tu as deux boss, des mecs sur des hélicos que tu dois frapper et tout, machin. Et franchement, je trouve que ce niveau de Sour Surfing, il est plus réussi que les versions 16 bits. Parce que Mmh. déjà, tu as un peu plus de place dans le scrolling. Dans l'autre, Ouais. en fait, c'est très, très serré. Tu es dans les égouts, donc du coup, c'est plus serré. Là, tu as une vraie sensation d'un peu plus de liberté, de liberté de mouvement, je dirais. Et c'est plus intéressant pour taper les ennemis comme ça. Parce que dans les autres, les ennemis passent, tu les tapes une fois. Et là, en fait, ils te suivent, les ennemis. Donc, tu peux les frapper plusieurs fois, tu vois. Et du coup, ça va être plus plaisant à faire. Mais il y a plein de niveaux qui sont excellents. Franchement, un jeu incroyable. Et aujourd'hui, il est encore valable sur NES. C'est-à-dire, fait partie des jeux, voilà, tu joues, tu as vraiment de très, très bonnes sensations. Et voilà, il a l'esprit des Tortues Ninja, l'esprit des bons beat'em up.
beat'em all. Et voilà, il fait partie des meilleurs avec Double Dragon sur la console. Moi, je le mettrais facilement en deuxième pour moi. Ah bah ouais, entre Mighty Final Fight, celui-là et Double Dragon 2, au titre du meilleur BTA sur NES, là, il y a débat, là. Ouais, il y a débat. Moi, le seul truc qui me gêne dans ce Turtle 3, c'est qu'il est putain de trop long, quoi. Les niveaux sont longs. Il y a, je sais plus, 6 ou 7 niveaux, mais il est... Disons que pour le terminer legit, celui-là, c'est compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas de menu, en fait. On appuie sur Start et on prend le jeu tel qu'il est. Alors, on peut gagner des vies, tout ça. On a des crédits, bien sûr. Mais pour le terminer legit, sans triche, faut quand même y aller, parce que, putain, Bad Krang et tout à la fin. Shredder, Super Shredder, c'est quand même chaud. Alors, heureusement, il y a le Konami Code. Là encore, ça nous permet déjà d'accéder à un mode on peut choisir la difficulté. Donc ça, c'est cool. Et surtout, un stage select. Donc comme ça, on peut même démarrer au dernier niveau si on veut. Et puis, il est dans la compilation qui est sortie l'année dernière, la Kawabunga Collection, qui peut même aussi améliorer les jeunesses. Ça enlève les clignotements de sprite, tout ça. Ce qui était rigolo à l'époque, c'est qu'on avait Turtle 2, on avait Turtle 4, et on se posait tous la question, mais il est où Turtle 3 Ouais. Parce que moi, il n'est jamais sorti en pâle. Et puis, on a appris des années après qu'il était sorti qu'aux États-Unis. Puis, alors, moi, je sais pas, j'avais dû y jouer sur émulateur, genre début 2000, tu vois, quand on pouvait commencer à jouer sur émulateur. Et c'est un jeu que j'ai acheté il y a pas très longtemps, on va dire il y a une petite dizaine d'années. Je l'avais payé une 40aine de balles, il est complet. Et j'ai dit non, mais ça, voilà, il me le faut, le Turtle 3. Et à noter qu'il y a un Turtle 3 aussi sur Game Boy, mais c'est pas du tout le même, c'est un Metroidvania. Ouais, c'est un Metroidvania. Il est bien le Turtle 3 Game Boy. Moi, j'aime bien. Il est excellent aussi, c'est différent, mais il est excellent aussi. Ouais. Et toi, Florent, tu as joué à ce Turtle 3 ? Non, jamais. Je pense qu'il est arrivé trop tard pour moi. Effectivement, en 93, moi j'étais full PC Engine en fait. Ouais. Et donc je suis passé à côté. Voilà, la NES, je l'avais certainement encore dans un carton, mais j'avoue que à cette époque, j'y jouais plus. Ouais, mais comme moi, c'est pareil. Moi, je l'ai connu, je ne l'ai pas connu. Moi, je ne l'avais pas le jeu, mais c'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Et il m'avait montré le jeu. J'avais trouvé ça super impressionnant. Et moi, je l'ai connu pour te dire après comment ça s'appelle, Tortue Ninja Turtles in Time. Donc voilà. Mais vraiment excellent jeu. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une pépite de la NES, celui-là. Il fait partie vraiment de très très complètement. Ouais. J'ai la compile Kawabunga Collection, donc je pense que je me le ferai. Tu l'as pris ? Il est dedans. Ouais, il est dedans. Puis tu peux y jouer, tu sais, t'améliores les graphismes comme ça, t'as plus les clignotements de sprite et tout. C'est. Moi, je le fais déjà. Il y a le rewind aussi, donc on peut revenir facilement derrière ça. T'as des sauvegardes. Déjà avec celle-là. Moi, je le fais avec l'Analog Pocket. Et sur l'Analog Pocket, tu as les palettes de couleurs différentes là. Et le rendu est juste incroyable. Mais là, Florent, si tu le découvres avec la Kawabunga Collection, ça va être bien. Hein. Tu vas pouvoir y jouer confortablement. Puis même le faire en plusieurs fois, parce que comme je disais, le jeu est assez long quand même. Hein. Ouais. Ok, parfait. Mais c'est un jeu à faire, hein, clairement. Il est excellent. Bon, on a terminé la sélection de nos 3 jeux chacun. On va passer au dernier jeu qui est le jeu bonus. C'est un jeu, on va dire, qui nous plaît à tous les 3, hein, qui fait un petit peu l'unanimité. C'est un jeu inconnu. Personne ne le connaît, celui-là. On va le faire découvrir. Ouais. Je pense qu'au contraire, beaucoup de gens ont connu la série avec ce jeu-là. Allez, on va... Du Capcom, voilà. Tiens, on le montre, il est là. Le Megaman 2. La pochette de l'enfer. Beaucoup, en version pâle, avec le magnifique robot dessiné, l'homme qui valait 3 milliards, tu vois. C'est pas la pire. Mais vous avez remarqué que dans le décor, là, il y a un monstre, c'est un gob. Comment il s'appelait ce monstre, là, ce jouet Il y avait un jouet culte des années 80 qui ressemble comme Bokoblin, ouais. Ouais, où tu peux mettre ta main dedans, là. Tu mettais ta main dedans et il y a une espèce de petite queue, c'est un truc en plastique. Ah, j'en ai un, il est là, tiens, regarde. Ah oui, tiens, tu t'as vu que c'est exactement le même truc sur ta jaquette. Hein. Ouais, ça ressemble, ouais. Tiens, voilà. Un gros Boglins, là, tu vois. Voilà. Ouais, et montre la jaquette. Ouais, il ressemble un petit peu. Hein. Attends, ça va faire le focus, sûrement. Voilà. Ouais. C'est le même. Moi, monsieur Garcin, souvent, il me fait des coups, il en prend un, il parle. Made in 90. Il aime trop doubler les Boglins comme ça, là, à chaque fois. Quand je suis en convention avec lui, il en prend un et il parle dedans. Ouais. Allez, ce jeu, donc, c'est Megaman 2. Beaucoup de gens ont découvert la série avec ce jeu-là. Moi, j'ai découvert la série avec ce jeu-là. Donc, je te laisse en parler en premier, peut-être, Florent, parce que je pense que tu le connais aussi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Megaman 1 qui était beaucoup trop difficile pour moi, mais je sais pas pourquoi on y rejouait sans arrêt quand même. Et j'ai jamais réussi à le terminer. Celui-ci était beaucoup plus accessible en termes d'animation, comment dire.
C'était le même moteur, hein, pour ainsi dire, mais il y avait tellement de... Je sais pas, graphiquement, c'était une tuerie, musicalement, c'était génial. Enfin, je veux dire, c'est le jeu quasi parfait, si ce n'est que sa difficulté est encore aussi un peu trop dure. Mais bon, après, c'est une récurrente dans les Megaman. Hein. Mais celui-ci, c'est, oui, clairement, je pense, le meilleur épisode NES des Megaman, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Après, DG, il aura, je pense, un autre avis, parce qu'on en a parlé en off. Moi, j'ai découvert la série avec ce jeu. Et en fait, le jeu était très difficile. Mais en réalité, quand tu étais enfant et que tu déverrouillais un pouvoir, et lors que tu déverrouillais le pouvoir, en fait, la difficulté, elle retombait d'un coup. Et en fait, tu arrivais quand même à t'en sortir beaucoup mieux une fois que tu avais battu au moins un boss. C'était le premier qu'il fallait niquer le plus vite possible, c'est Metal Man. Parce que tu avais sa scie circulaire et puis après, parce que Megaman, c'est un gameplay un peu rigide quand même. Oui. Mais Metal Man, ensuite, sa scie circulaire, tu pouvais l'envoyer dans la direction que tu veux. C'est ça. Donc, ça, du coup, ça assouplissait vachement le gameplay. Mais alors, moi, je ne l'ai pas connu à l'époque parce que moi, j'avais le 1. Tu vois, j'avais le 1, Florent. Alors, il était dur, mais comme tous les jeux que j'avais à l'époque, quasiment, je l'ai. Tryhard. Ouais, je l'ai tryhard et puis je l'ai niqué, tu vois. Mais après, tu vois, je suis pas un fan de Megaman. Tu vois, j'avais bien aimé Megaman 1, mais voilà, je n'étais pas un fan absolu. Du coup, après, le 2, je l'avais zappé. Le 3, je l'avais zappé. Je les ai tous zappés, en fait, tu vois. Et ce 2, je l'ai connu des années après. Je l'avais acheté en occasion, je sais plus, alors soit dans un magasin ou une brocante, je me souviens plus. Et je l'avais fait, voilà, mais il m'a pas marqué plus que ça. Donc, je pense qu'il y a, pour beaucoup, il y a Megaman 2, c'est le meilleur de la série parce que je pense que c'est la nostalgie qui parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu Megaman avec cet épisode 2, qui est peut-être, entre guillemets, un des plus faciles, peut-être. Alors, il a deux modes de difficulté. Voilà, il a deux modes de difficulté et surtout, il a un système de mot de passe qu'il n'y avait pas dans le premier. Voilà, mais pour moi, objectivement, c'est pas le meilleur de la série. Mais voilà, ça reste un Megaman. Donc, de toute façon, oui, ça reste un bon jeu à faire. Ça peut être une bonne porte d'entrée, oui, pour celui qui voudrait découvrir la série. Le voilà, voilà, Metal Man. Ouais. Justement, si on arrive à le battre, on peut récupérer ces scies circulaires qu'on peut envoyer dans les directions qu'on veut. Voilà. Et puis moi, je me souviens de mémoire, quand j'avais découvert le jeu, le stage de Metal Man était un des plus faciles à faire, des moins compliqués. Et le boss, son pattern est assez simple. Tu sautes, tu tires, tu sautes, tu tires. Et en fait, dès que tu avais ça, tu avais l'impression que tu avais trouvé la clé des champs. Et en gros, après, on arrivait à vraiment rouler un peu plus sur le jeu. Et celui-là, moi j'avais énormément aimé. Et personnellement, qui étais Sega dans les premières années de ma vie de joueur, je regrettais énormément de ne pas avoir une NES à cause de ce jeu-là. Parce que ça, c'est typiquement le style de jeu, moi, que j'aimais beaucoup. Et chaque fois que j'avais la NES... C'est comme DuckTales, tu vois, donc c'est encore du Capcom. Là, on avait la possibilité de démarrer avec le niveau qu'on voulait. Donc, ce qui est bien, c'est que s'il y a un niveau où tu galérais un petit peu, tu pouvais commencer par ce niveau-là et puis t'entraîner dessus quelque part. Et puis bon, on avait ce système de mots de passe. Hein. C'est pas comme Megaman 1 ou Megaman 1, tu joues ta vie parce que y a pas de mot de passe, tu vois, tout simplement. Donc, mais voilà, donc tout ça fait que je pense. Puis bon, Megaman 2, il a été beaucoup plus populaire que le premier Megaman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a cette espèce de statut un peu iconique de jeu de la NES, quoi. Mais oui, de toute façon. Mais graphiquement, regardez, c'est quand même super joli, quoi. Super beau, oui, non, mais le jeu, moi, je trouve que d'un point de vue pixel art, même, on va dire, pour les 6 épisodes de la NES, ils ont hyper bien vieilli, je trouve. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Non, c'est clair que c'est indispensable. S'il y en a un, on va dire, facile à trouver, que tu trouves pratiquement partout, même si je connais pas sa cote aujourd'hui, mais... c'est le plus commun, celui-là. Hein. C'est le plus commun. En loose, je crois qu'à 30 balles, t'en as un. Voilà, donc c'est vraiment le jeu à avoir dans sa collection NES. En tout cas, si tu as envie de te mettre au Megaman, de commencer par celui-là. En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, donc indispensable pour moi, Megaman 2. Et je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Très bien. Ça conclura cette sélection. Et on arrive à la fin de la sélection. On va en profiter pour remercier Florent d'avoir été avec nous. Florent, on espère que tu as passé un bon moment, puis ça t'a remémoré quelques souvenirs peut-être. Ouais, beaucoup. Et puis j'ai surtout eu envie de jouer en écoutant votre passion, Faxanadu ou même Tortue Ninja 3. Des jeux que j'ai honnêtement pas pratiqués à l'époque. Et maintenant, je pense que je dois les avoir en loose dans un carton ou une caisse Ikea là-bas. Donc, je pense que je les ressortirai et puis avec ma NES qui est pas loin et je les ferai parce que voilà, je suis curieux maintenant. Vous m'avez donné envie. Moi, c'est pareil après pour la culture vidéoludique, tu vois, au moins tu le mets dans la NES, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas grave, mais tu peux dire voilà, au moins j'ai essayé, j'aime pas pour X raison, tu
tu vois, ou alors j'ai adoré pour X raisons. C'est ça en fait le but un peu de ce genre de vidéo. On présente généralement des jeux qui sont connus, mais c'est donner, déjà rappeler des souvenirs, rappeler de la nostalgie et surtout donner peut-être pour quelques-uns qu'on n'a pas joué, parce qu'on n'a pas tout joué à l'époque. Il y a des jeux qu'on est passé à côté. Puis du coup, alors maintenant avec les émulateurs, c'est facile, hein, on peut jouer à tout facilement. Donc en fait, c'est donner l'envie d'y jouer, de les essayer par soi-même, quoi. C'est ça, partager, faire vivre la passion quelque part. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel indispensable sur NES vous aura plu pour la saison 2. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Salut! Merci, salut!